Samia Suluhu Hassan boucle sa visite au Rwanda. La présidente de la Tanzanie y séjournait depuis ce lundi. De nouvelles exactions ont eu lieu dans le mois de juin dans les régions anglophones du Cameroun. Les responsabilités sont partagées entre l'armée et les groupes séparatistes par Human Rights Watch. En Côte d'Ivoire, retour sur scène pour le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo Femua. Après une trêve due à la Covid-19, le groupe Magic System annonce les couleurs pour cet an prochain. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Le Premier ministre de transition du côté du Mali, Choguel Kokala Maïga, a assuré lundi que les élections censées ramener les civils au pouvoir auraient lieu comme prévu en février-mars 2022. Précision. Le chronogramme des élections générales a été publié en avril. Ce chronogramme sera maintenu, a affirmé Choguel Maïga, le Premier ministre malien dans des propos tenus devant le Conseil national de transition et publié par ses services sur les réseaux sociaux. Le doute persiste quant à la faculté des autorités à tenir les échéances dans les 7 mois qui leur restent, tant les obstacles à surmonter sont considérables dans un pays en pleine tourmente depuis des années. La propagation djihadiste et les violences de toutes sortes vont de pair avec de graves crises politiques et sociales. Le Mali reste sur 2 coups d'État militaires en 1 an. Les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 se sont engagés à rendre le pouvoir aux civils dans un délai de 18 mois. Le premier gouvernement de transition qu'ils ont installé avait fixé en avril au 27 février 2022 les premiers tours d'une élection présidentielle et des législatives et au 13 et 20 mars respectivement d'éventuels second tours. Les membres du Conseil national de transition, malgré les doutes et la défiance exprimée lundi, ont adopté le plan d'action du Premier ministre par 2 voix pour, 2 contre et 9 abstentions. Faisant face au CNT, l'actuel organe législatif au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga s'est voulu pédagogue. Il a défendu ce projet conçu par son gouvernement qui fixe le cap de l'exécutif pour le reste de la transition. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui a transmis la semaine dernière au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara une liste de 110 détenus, dont certains sont emprisonnés depuis la crise de 2010-2011, il insiste Gbagbo pour que ces prisonniers soient libérés. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a, au cours d'une rencontre avec une centaine d'épouses de détenus emprisonnés durant la crise de 2010-2011, insisté lundi pour que ces prisonniers qu'il qualifie de politiques soient libérés. La question avait été abordée par Gbagbo lors de sa rencontre le 27 juillet avec Alassane Ouattara, au cours de laquelle il avait transmis au chef de l'État une liste de 110 détenus. Dans la liste figurent à la fois des personnes arrêtées après la crise, mais aussi des personnes interpellées en 2020 lors de la dernière campagne présidentielle et en juin dernier en marge du retour en Côte d'Ivoire de Gbagbo. Le point actuel de mon programme, c'est de me battre pour la libération des prisonniers d'opinion. De tous les prisonniers d'opinion. Donc, quand l'occasion m'a été donnée de rencontrer le président Ouattara, je lui ai posé un seul problème: la libération des prisonniers. Il ne m'a pas dit non. Mais il ne m'a pas dit oui. La vraie réconciliation passe impérativement par la libération des prisonniers, a estimé de son côté Simone Daté, présidente du collectif des femmes et parents des détenus des crises. Laurent Gbagbo avait été arrêté et poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité avant d'être définitivement acquitté en mars dernier et de rentrer en Côte d'Ivoire le 17 juin.
Et toujours en Côte d'Ivoire, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, en sigle FEMUA, organisé par le célèbre groupe Magic System, aura lieu du 7 au 12 septembre à Abidjan. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le chanteur Salif Traoré à Salfo. La 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, reportée en 2020 à cause du coronavirus, va reprendre du 7 au 12 septembre prochain. Ce sera une renaissance, pas seulement du festival, mais une renaissance officielle de la culture en Côte d'Ivoire et en Afrique, dont le festival était un baromètre pour tous les opérateurs culturels du continent, s'est réjoui à Salfo. Pour lui, lancer le FEMUA va encourager toutes les autres initiatives culturelles à reprendre et redonner à la culture africaine ses lettres de noblesse. Pour cette édition du festival créé en 2008 par le groupe star de la musique ivoirienne, un fort contingent d'artistes européens sont attendus pour la première fois. Le Portugais David Guerra, la rappeuse espagnole Mala Rodriguez chanteront aux côtés de plusieurs artistes africains. Outre la légende congolaise Koffi Olomide, Pape Diouf du Sénégal, Daphné du Cameroun, Zara d'Afrique du Sud, Joël Sebunjo d'Ouganda, Raja Kazabni du Maroc et Flobi du Burkina Faso sont annoncés. Le Sénégal, pays invité, est attendu avec une délégation de 50 personnes pour exposer ses valeurs culturelles. Le groupe Magic System a sorti en juin son 12e album en plus de 20 ans de carrière, dont un titre pour dissuader les jeunes Africains de partir clandestinement en Europe à leur risque et péril. Baptisé Envolée zooglotique, le nouvel album est composé de 12 titres, dont Voyager contre l'immigration clandestine. Au Cameroun à présent, de nouvelles exactions ont été commises dans les régions anglophones. Ces exactions sont le fait de l'armée et des groupes séparatistes et ont eu lieu au mois de juillet. C'est ce qu'a affirmé un rapport de Human Rights Watch. Human Rights Watch a dénoncé ce lundi de nouvelles exactions commises par l'armée et les séparatistes au Cameroun anglophone en proie à un sanglant conflit. L'ONG a appelé les autorités à protéger les populations civiles, à enquêter et poursuivre leurs auteurs en justice. Dans la région du Nord-Ouest, Human Rights Watch a affirmé que 2 civils ont été tués par des membres des forces de sécurité camerounaises les 8 et 9 juin dernier. L'ONG évoque aussi viols, destruction et pillage d'une trentaine de bâtiments, dont la maison d'un chef traditionnel. 2 jours plus tôt, le 6 juin, les séparatistes armés ont tué un garçon de 12 ans dans la région du sud-ouest et un enseignant le 1er juillet. Le rapport mentionne également l'enlèvement de 4 travailleurs humanitaires dans le nord-ouest le 25 juillet. Cette récente hausse de ces actions se déroule sur fond de reprise des hostilités. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, où vit l'essentiel de la minorité anglophone d'un pays majoritairement francophone, dirigé par le président Paul Biya, l'armée et des groupes séparatistes s'affrontent quasi quotidiennement depuis près de 4 ans. Les ONG internationales et l'ONU accusent les 2 parties des actions et de crimes contre les civils dans un conflit qui a fait plus de 3500 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. Ce mardi était le 2e et dernier jour de la visite officielle au Rwanda de la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan. Au premier jour de sa visite lundi, elle avait été reçue par son homologue rwandais, Paul Kagame. Suivons. Il s'agit du premier déplacement au Rwanda pour celle qui a succédé à John Magufuli à son décès en mars dernier. La Tanzanie et le Rwanda se rapprochent pour plusieurs raisons. Pour la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, cette visite vise à renforcer les liens entre les 2 pays. Accueillie ce lundi en fanfare à l'aéroport international de Kigali, elle s'est ensuite entretenue avec son homologue Paul Kagame en tête-à-tête. À la clé, la signature d'accords dans plusieurs domaines comme celui des technologies de l'information, l'immigration, l'éducation ou encore la réglementation des produits médicaux. Si Paul Kagame a invité Samia Hassan à Kigali, c'est avant tout pour trouver de nouveaux alliés parmi ses voisins puisqu'il est en froid avec presque tous, à l'exception du Kenya, a expliqué Alex Vince,
directeur Afrique du Centre de réflexion britannique Chatham House. La Tanzanie partage sa frontière sud avec le Mozambique, qui avait subi une attaque des djihadistes en octobre dernier. Jusqu'ici, la préoccupation principale de Samia Suluhu Hassan n'a pas été la sécurité, mais la relance de l'économie après la pandémie. Au Soudan du Sud, les députés du Parlement national nouvellement créés ont prêté serment. Une cérémonie attendue depuis qu'un accord de paix fragile a mis fin à la guerre civile dans le pays, de ce jeune pays déjà. Au total, 588 députés, un mélange de délégués du parti au pouvoir et d'anciennes factions rebelles qui ont signé la trêve, prêtent serment lors d'une cérémonie à Djouba, présidée par le juge en chef. Le nouveau Parlement a prêté serment lundi au Soudan du Sud, réalisant l'une des plus importantes promesses de l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à 5 années de guerre civile. La prestation de serment de ce nouveau Parlement intervient avec près d'une année de retard sur le calendrier et reste incomplète car 62 députés étaient absents lundi, certains en raison de désaccords avec le gouvernement. Je suis sûr que vous êtes conscient du fait que les défis qui nous attendent sont énormes. Afin de surmonter ces défis, nous, en tant que représentants de notre peuple, devons regarder au-delà de nos expériences politiques, partisanes et tribales, et nous concentrer fortement sur le bien pour tous. Notre peuple en a marre des guerres. En tant que leurs représentants, nous devrions être à l'avant-garde des efforts pour reconnaître cette situation critique. Par conséquent, dans l'exercice de nos rôles de leadership, nous devons montrer l'exemple. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes partenaires de l'accord de paix. Par conséquent, nos principes directeurs doivent inclure l'esprit de coopération et non de compétition, la compréhension mutuelle et non les soupçons, la compassion et non la haine, et la jalousie, et des approches pacifiques des problèmes et non des conflits sur les problèmes. La semaine dernière, un mouvement issu de la société civile, nommé Coalition du Peuple pour l'Action Civile, a lancé une campagne réclamant le changement après cette décennie marquée par la guerre, la corruption et la pauvreté. En application de l'accord de paix, Salva Kiir et Riek Machar sont aujourd'hui présidents et vice-présidents au sein d'un fragile gouvernement d'union nationale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.